Heureux, moi je suis de vous retrouver ce matin. Donc, nous sommes en compagnie d'un présidentiable de la nouvelle génération. C'est, je dirais, l'expression à la mode en Côte d'Ivoire. Celui-ci, il est connu de sa région, mais très peu de l'ensemble de ses concitoyens. Lui, c'est Monsieur Djebidje. Le nom ne vous dit pas peut-être grand-chose, mais dans la région de la Maraoué, chez lui, Azionoula, c'est un visage connu. Et Monsieur Djebidje a décidé de franchir le pas vers le fauteuil présidentiel. L'élection présidentielle, vous le savez, c'est le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Sauf changement, et je ne pense pas qu'il y ait changement. Donc avec lui, nous allons passer en revue son actualité au niveau de sa région, au niveau de sa commune, et évidemment, il va nous expliciter un peu son timing de décision pour sa candidature à la présidentielle à venir. Donc nous allons avec lui passer en revue toutes les questions que vous pouvez vous poser, que nous nous posons et auxquelles il va se faire plaisir de nous répondre sans langue de bois. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Nous vous cherchions depuis quelque temps. Vous avez décidé comme ça d'être candidat à la présidentielle prochaine dans votre pays. Quelles sont les motivations? Quel est l'enjeu de cette candidature? Merci pour la question. Effectivement, la Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km², c'est 25 millions d'habitants. En domaine logistique, on parle de 22 000 bureaux de vote, 5 000 centres. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement sérieux. Je n'ai pas pris cette décision à la légère. Pensez bien que je suis conscient des charges qui pourraient poser sur mes épaules si jamais un jour j'avais la confiance de mes compatriotes. Je suis président pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle. Le premier cycle, c'était le parti unique avec le père de la nation, Houphouët-Boigny. Le second cycle, c'est l'avenue du multipartisme. Et on a pu voir tous les gros blocs politiques se succéder au pouvoir. Le résultat de ces gouvernances, qu'est-ce qu'on a pu observer? C'est que le pays est devenu de plus en plus clivé, de plus en plus divisé. On peut dire, sans risque de se tromper, qu'on est aujourd'hui 62 ethnies enfermées dans une même frontière, mais on n'est plus une nation. La nation ivoire n'existe plus. Donc c'est déjà un des motifs de ma candidature. Par la suite, quand on observe le discours, le paysage politique, et quand on entend le discours de ces acteurs politiques, on ne trouve aucune réponse aux attentes réelles des Ivoiriens. Et donc moi, en tant qu'homme politique, enfin, j'allais dire acteur même de développement, parce que je me considère plus comme acteur de développement qu'homme politique, et responsable déjà d'une localité, je ne pouvais pas rester là, les bras croisés, sans apporter ma contribution au sauvetage, si je peux m'exprimer, de mon pays. Aujourd'hui, si on reste avec les protagonistes, avec les discours qu'on voit, je crains pour l'avenir. Par ailleurs, tout ce qui a été mené jusqu'à présent comme politique de développement n'a pas mis peut-être assez en avant la cohésion sociale. Et je sais que rien ne peut se construire sans l'unité du pays. Donc c'est un peu les ambitions qui m'ont poussé, enfin c'est ces principes-là qui m'ont poussé à me présenter à la candidature à la présidence. D'accord. Comme ça, j'ai envie de vous avez dit tout à l'heure quelque chose évoquant la nation. Est-ce que cette nation, avez-vous l'impression, a existé en Côte d'Ivoire, même depuis les indépendances? Il faut dire qu'on a eu notre indépendance dans les années 60. Et c'était des nations qui ont été construites un peu, j'allais dire, artificiellement. On a tracé les frontières artificiellement. Mais le père de la nation a pris soin quand même d'essayer de construire une vraie nation. Il a essayé d'intégrer le brassage entre les différentes ethnies. On voyait déjà dans sa politique, c'était une géopolitique. Les cadres de l'époque étaient affectés selon leur région, c'est-à-dire au contraire de leur région. Si vous étiez au Yakuba, par exemple, on vous emmenait en fonction chez les Atiers. Si vous êtes Atier, on vous emmenait chez les Gourous. Si vous étiez Gourou, on vous emmenait chez les Sénoufo, et ainsi de suite. Donc, il a forgé le brassage ethnique. Ensuite, il a basé la nation, comme je dis, sur une devise très forte. Union, discipline, travail. Donc, ce sont des facteurs fédérateurs et des facteurs qui permettent un vrai développement partagé. Et aujourd'hui, on a vu qu'on s'est éloigné de ces valeurs. On s'est vraiment éloigné de ces valeurs. C'est ce qui fait qu'on a eu ces clivages et ces divisions. La politique qui s'est construite par la suite, c'était une politique tribaliste, clivante. On voit tous les gros partis politiques ont des bases régionalistes. Et c'est ce que je veux combattre. Et c'est pour ça que je suis resté indépendant. Je peux me retrouver à équidistance de tous ces blocs et permettre l'unité qui est nécessaire pour qu'on puisse construire une vraie nation.
tout cas, c'est mon ambition. Tout à l'heure, vous évoquez les aspérités du développement qui constituent le socle même de votre décision. Aujourd'hui, avec votre expérience de maire, quels sont, je dirais, les principaux soucis de vos compatriotes auxquels vous comptez apporter réponse? Bon, déjà, les Ivoiriens aspirent à la paix, à la tranquillité. Moi, je suis allé récemment à Djokwe, à Bongolo, pour parrainer certaines cérémonies rituelles, les cérémonies de masque. J'ai pu constater que déjà la plupart des guerriers n'habitent même pas en ville à Djokwe. Ils sont en périphérie de la ville. Et quand on parle d'enrôlement, ils sont pas très motivés. Parce que pour eux, les élections, c'est synonyme d'angoisse, c'est synonyme de violence. Donc même faire cet acte civique, ils sont très réticents. Donc il y a un gros challenge. Il faut apaiser les Ivoiriens. Il faut les rassurer. Et c'est ce que je vais essayer d'atteler à me faire. Et je vais faire comprendre aux Ivoiriens, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité de suivre ces mêmes blocs qui nous ont dirigés et qui nous ont divisés. Il y a d'autres alternatives. Et c'est cette alternative que je voudrais proposer aux Ivoiriens. Donc c'est les rassurer, leur proposer ces alternatives. Vous, maire de Zionoula, candidat, qu'est-ce que vous avez fait d'abord dans votre commune avant de vouloir diriger les Ivoiriens? Bon, je ne vais pas paraître prétentieux si je commence à parler de ce que j'ai fait à Zionoula. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait de Zionoula, qu'est-ce que vous avez fait à Zionoula, parce qu'on voit encore des rues crevassées. Aujourd'hui, quel est le bilan à mi-parcours à Zionoula? D'accord. Déjà, succinctement, je vais essayer d'expliquer comment je suis arrivé à la tête de cette commune. Moi, j'étais en poste à Lafarge-Holcim, j'étais responsable projet à Lafarge-Holcim, une société privée qui attend beaucoup de retours de ses employés. Et j'ai décidé de me mettre au service de ma commune. Pour ça, j'ai réuni tous les présidents de jeunes de la commune. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils attendent des maires. Ils n'ont pas su me situer, ils n'avaient pas de réponses appropriées. Ils ont plutôt formulé des critiques vis-à-vis des politiciens. Ils disent oui, vous les élus, en tout cas vous les politiciens, on vous voit que pendant les périodes électorales, vous faites de belles promesses et puis une fois que vous êtes élu, on ne vous voit plus. C'est là que je leur ai rétorqué, je dis à ce que je sache, j'ai jamais entendu dire qu'un élu local est arrivé par coup d'État. C'est vous qui avez voté pour ces messieurs-là. Sur quelle base? Est-ce que ce n'est pas par rapport à des billets de 1000 francs? Est-ce que ce n'est pas par rapport à des t-shirts? Est-ce que ce n'est pas par rapport au fait que c'est un cousin du village? Posez-vous les bonnes questions. En tout cas, moi, je ne serai pas là pour faire la politique du ventre, la politique de la main tendue. J'ai trop de respect pour mes parents pour venir acheter les consciences. Voilà ce que je compte faire, voilà à quel moyen je vais le faire, parce que je suis conscient des réalités économiques et des budgets de la commune. Je sais qu'elles sont très peu, mais je vais essayer de mettre à disposition mon réseau, mon savoir-faire. Et je pense qu'avec la participation de tous les habitants de Zionoula, on pourra arriver à quelque chose. Donc c'est le discours que je leur ai tenu. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, bien entendu, comme homme public. J'ai eu à poser certaines actions, j'allais dire, sociales, d'intérêt général, notamment la réhabilitation de pompes villageoises, l'électrification de quelques villages, et certaines actions au niveau des communautés religieuses et des communautés aussi ethniques. À l'issue de ça, j'ai été élu assez brillamment parce que bon, j'avais le candidat sortant qui était soutenu par des pontes que je ne vais pas citer et j'avais aussi en face le parti au pouvoir. Malgré ça, mes concitoyens m'ont fait confiance. Et pour moi, c'était un bon laboratoire parce que Zionoula, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. C'est une ville qui est extrêmement brassée. C'était un ancien carrefour. Donc on voit toutes les communautés religieuses, toutes les communautés ethniques, toutes les communautés... toute la nation ivoire est concentrée au sein de Zionoula. Donc pour moi, c'était déjà un bon exemple de cohésion intégrée au niveau local. Quand je suis arrivé à la tête de la commune, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'avais écouté toutes les doléances. On n'avait pas de banque à Zionoula depuis 2003, depuis le début de la rébellion. Donc ça a généré un climat d'insécurité. Les acheteurs de produits en arcade, cacao, se voyaient souvent agressés. On voyait la prolifération des coupeurs de route. Donc ce problème de banque était vraiment crucial. En plus, ça bridait un peu les transactions. Sans banque, ça limite un peu les transactions locales, donc ça bridait un peu notre développement. Il m'avait fait aussi des doléances au niveau de l'électrification. Dans l'espace communal, il y avait 23 villages et il n'y avait que 6 villages qui avaient été électrifiés jusqu'à ce que j'arrive à la tête de la mairie. Donc il y avait des gros problèmes d'électrification, il y avait de gros problèmes aussi d'adduction d'eau. Et le problème le plus gros même, c'était les gros problèmes d'insalubrité. Il faut dire que Zionoula n'avait pas de décharge, n'avait pas de système de collecte d'ordures. Même quand je suis arrivé à la tête de la mairie, déjà j'ai hérité de 140 millions de dettes sur un budget de 240 millions, environ 40% d'endettement. Et en plus de ça, plus de 40%, même plus de 50% d'endettement. En plus de ça, j'avais aucun matériel roulant.
Et j'avais environ 7 personnes de service technique, un seul qui était dédié à la collecte réelle des ordures. Il y avait 2 conducteurs d'engins qui étaient proches de la retraite, et puis le reste, c'était des personnels qui avaient été affectés dans des services comme le Trésor ou les impôts. Donc voilà un peu ce que j'ai hérité quand je suis arrivé. Donc j'avais un gros challenge dans le domaine de la salubrité de l'environnement. Et comme moi, j'avais basé tout mon programme sur le développement durable, c'est-à-dire sur le triptyque éducation, environnement, santé et économie, je me retrouvais déjà sur le premier challenge, c'était vraiment la santé et l'environnement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû moi-même, puisque là, je pense que c'est dû au fait, j'essaie, je ne vais pas accuser quelqu'un, je vais dire, c'est à cause du calendrier électoral, on a eu les premiers mandatements en fin septembre. Mais de décembre, à la prise des fonctions, à la passation, jusqu'en septembre, je n'ai pas eu de budget de fonctionnement. C'est moi-même qui ai doté la mairie de tricycles. C'est moi-même qui ai fait construire des bacs ordures pour organiser la collecte des ordures. C'est moi-même qui ai initié, ça avec toutes les populations pour essayer de montrer que la propriété, c'était l'affaire de tous. Donc moi-même, j'ai initié mensuellement des journées de salubrité, où même moi-même j'y participais, avec le commissaire, certains fonctionnaires, plus toute la population. Donc au début, c'était un peu une curiosité. Les gens voyaient le maire dans les caniveaux en train de curer les caniveaux, ramasser les plastiques partout dans la ville, dans le marché. Et après, la population s'est prise au jeu. Et on a commencé à avoir plus de volontaires, plus de participants. Par ailleurs, il fallait aussi assurer la collecte quotidienne des ordures. Donc j'ai dû embaucher de ma poche 14 personnes, 4 femmes pour balayer tous les gares, parce que les transporteurs ne voulaient plus payer les tickets de stationnement. Parce que la gare était sale, ils estimaient que c'est eux-mêmes qui faisaient le service public, donc ils se disaient non redevables par rapport aux taxes communales. Et il y avait les autres sites. Donc j'ai dû employer 10 jeunes. Bien sûr, je les paye, ce sont plutôt des bénévoles, je ne leur donne pas un salaire, mais au moins je leur donne des incitatifs, des encouragements, de quoi se loger, de quoi pouvoir se déplacer ou se soigner. Et j'ai eu aussi l'aide de la Croix-Rouge. J'ai même fait implanter un centre de Croix-Rouge au niveau des zones là. Donc on a réglé le problème qui était prioritaire, le problème de la salubrité, au bout de quelques temps, avec la participation des populations. Parce que pour moi, la santé commence par la prévention. Ça ne sert à rien de fournir des médicaments lorsqu'on sait que 80% des malades viennent du palu ou bien des problèmes d'eau potable. Plus de 80%, parce que le reste, même, je dis, ça vient du fait de l'insalubrité. Donc déjà, on réduit le nombre de malades, ce qui est positif, et on améliore notre condition de vie, et la ville devient un peu plus attractive. Ensuite, sur le plan d'environnement, il y a ce côté salubrité. Sur le plan de l'éducation, j'ai sponsorisé, j'ai subventionné des centres d'alphabétisation pour permettre l'autonomisation de nos mamans et des parents aussi, des papas, des fois qui ne savaient ni lire ni écrire, pour les rendre un peu plus autonomes. Donc j'ai apporté des subventions au centre d'alphabétisation. J'ai amorcé la construction de 3 nouvelles écoles pour essayer de rapprocher les élèves de leur classe, parce qu'il y a des élèves dans ma commune qui font 5-6 km à pied avant de pouvoir rejoindre leur école. J'ai apporté aussi des kits scolaires, bien entendu à la rentrée, surtout pour les indigents, les plus démunis. On a apporté un soutien financier. On a essayé de mettre en place avec les jeunes une politique de lutte contre l'échec scolaire. Donc les étudiants pendant les années scolaires pouvaient apporter un soutien scolaire aux plus jeunes pour éviter qu'ils connaissent l'échec scolaire. Donc ça, c'est les initiatives qu'on a faites au niveau de l'éducation. Maintenant, au niveau de l'économie, la première préoccupation, c'était d'avoir une banque. Donc j'ai contacté toutes les grandes banques de la Côte d'Ivoire, j'ai rencontré tous les PDG. Finalement, avec l'aide d'un ami, on a pu faire venir Ecobank à Zune-là, après près de 17 ans. Ce qui était un soulagement pour toutes les banques. J'ai aussi obtenu, dans le cadre des PPP, j'ai signé un PPP, en tout cas une manifestation d'intention avec des partenaires franco-chinois qui sont prêts à mettre 30 milliards sur la table, 20 milliards, pardon, c'est 30 millions d'euros, 20 milliards environ, pour la construction de 3 unités photovoltaïques d'énergie solaire. Et donc, les investissements sont là. Bon, comme l'énergie, l'électricité, c'est le domaine régalien de l'État, il faut forcément qu'on ait des conventions avec Côte d'Ivoire Énergie, qui est le principal fournisseur d'énergie ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est encore en suspens. J'ai pu faire venir aussi favoriser l'implantation d'une nouvelle usine d'Arnacade avec la création à la clé de près de 1000 emplois, notamment 90% pour les femmes. Déjà, la banque aussi créait des emplois pour les jeunes. Moi-même, dans le cadre de la formation et
des jeunes, j'ai créé une brigade de sapeurs-pompiers. Je pense être la seule ville de l'intérieur qui, de manière autonome, a créé une brigade de sapeurs-pompiers civils. Donc, je suis en train de former plus de 60-70 jeunes au métier de pompier. Donc, la lutte contre l'incendie, la prévention, le secourisme et tous ces brevets-là, on est en train de leur apporter de la formation. Bien entendu, la mairie n'aura pas les moyens d'embaucher tous, mais au moins on peut les mettre à disposition de l'ONPC, l'Office national de protection civile. Et pour certains, on pourra les placer dans certaines sociétés de la place. Donc voilà un peu ce qui a été fait sur le plan économique. Bon, il y a eu d'autres initiatives. Comme j'ai dit, j'ai fait un appui aux coopératives parce que on a une zone de production agricole, notamment du vivrier. Et on a fait aussi beaucoup dans le domaine culturel et sportif. Pour vous, ce bilan-là, à la tête de votre commune, quand même, vous donne des ailes pour briguer un mandat présidentiel. Mais bien sûr, en fait, je n'ai même pas fini parce que si je dois faire le chapelet de tout ce que j'ai réalisé, comme je vous disais, il n'y avait que 6 villages qui étaient électrifiés dans l'espace communal. Aujourd'hui, nous en sommes à combien? Aujourd'hui, l'intégralité des villages, des 23 villages sont électrifiés. Moi, j'ai électrifié personnellement 9 villages. Il y a 2 qui ont été électrifiés par le conseil régional. Il y a 3 autres qui ont été électrifiés dans le programme gouvernemental d'électrification rurale. Sinon, le reste, la quasi-majorité des villages, c'est moi qui les ai électrifiés avec les ressources que je suis allé rechercher de gauche à droite ou la famille. En tout cas, toutes les aides que j'ai pu fédérer, engranger. Voilà. Monsieur Gabidia, vous allez continuer. Je suis tenté de vous poser la question de savoir si vous êtes candidat par frustration. Non, du tout. J'ai donné quelques motivations à ma candidature, mais c'est surtout parce que, comme je disais, on arrive à la fin d'un cycle. On est face à un nouveau challenge. Je vois qu'il y a pas mal de discours démagogiques qui foisonnent de part et d'autre, et certains font croire que les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est des problèmes d'étrangers ou bien c'est des problèmes de monnaie. Non, il n'en est rien. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, ce sont nous-mêmes, les Ivoiriens. C'est parce qu'on s'est détaché des valeurs fondamentales qu'on se retrouve dans cette situation. Si on regarde bien, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème de tribalisme, c'est un problème de corruption et c'est un problème d'incivisme. Et quand on dit ça, chacun de nous a sa part de responsabilité. Chacun de nous a essayé de pousser un parent en faisant fi de ses compétences et ça crée toutes les frustrations qu'on peut imaginer, toute l'inhibition même de l'efficacité au niveau du travail. Chacun de nous a été corrompu ou corrupteur. Des fois, pour régler un problème administratif, les gens vous imposent. La corruption, vous êtes obligé de donner un bac-chiche pour pouvoir faire avancer les choses. Chacun de nous aussi, pour ceux qui ont des voitures, roulent des feux rouges, ne respectent pas les stops ou bien roulent sur une double file. Donc, on a tous ces comportements inciviques qui font qu'on arrive à ce chaos-là. Donc, il faut déjà que chacun de nous fasse son mea culpa et prendre conscience de sa responsabilité si on veut que les choses aillent de l'avant. Et ça, c'est mon premier challenge. On a tous péché, comme on dit, en pensée, en parole, par action ou par omission. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, on veut le changement, mais ils sont assis dans leur salon, ils font la politique de salon, ils critiquent, mais ils ne participent pas au changement. Et c'est ce que je veux essayer de faire sur le plan national. Pour parler du national, vous êtes allé à la base, vous êtes maire, vous avez à un niveau embryonnaire cerné un peu les préoccupations endogènes de votre localité, de votre commune. On va parler un peu région, la région de la Maraoué. Quel regard portez-vous sur le développement de cette grande région riche de sa culture, de ses hommes? Comment voyez-vous la Maraoué de 1960 à nos jours? Écoutez, c'est le constat un peu triste à dire parce que on n'a pas de voie de communication. Comme vous dites, on est riche en culture, on est riche en personnes. On a quand même on a fourni quand même des grandes personnalités de ce pays. On est riche aussi au niveau de l'économie parce que on a une grande région de production vivrière, de production d'industrie de culture de rente également, puisqu'on fait beaucoup de noix de cajou, cacao, café, ainsi de suite, huile de palme également. Et on ne voit pas ces retombées de toute cette contribution au niveau des infrastructures de la Maraoué. À part peut-être le chef-lieu de région, si vous regardez, et encore que, vous regardez Zionoula chez moi, Goïtafla ou Saint-Fra, vraiment on est mal loti. On est mal loti, très mal loti. Et ça, c'est un mystère pour moi.
Donc vous n'avez jusque-là pas trouvé réponse à ce retard. Déjà pour rallier Boisflé à Zenoula, c'est un parcours du combattant. Pour aller à Goïtafla, c'est vrai, belle voie carrossable, non bitumée certes, mais quand même assez difficile, assez praticable en saison de pluie. Pour rallier Zenoula à Vavois, je l'ai pratiqué, impossible, difficile d'accès. Comment est-ce que vous justifiez justement ce retard de cette grande région de la Maraoué, qui est dans son coin, pas de bruit, un peu comme si vous ne demandez pas. Est-ce que c'est parce que vous ne demandez pas, ou bien ce sont les fils même qui ne font pas ce qu'il faut faire pour le développement de leur région? Bon, moi, je ne veux pas porter de jugement sur des choses dont je n'ai pas les contrôles. Et je me suis donné pour ligne de conduite de ne même pas faire de critiques vis-à-vis des gouvernements successifs. Donc si je dois porter mon analyse, je risque de faire des critiques. Parce que vous avez peur que demain on vous critique aussi? Non, du tout, du tout. Moi, je suis ouvert à la compétition. Moi, je suis pour une saine compétition. Je suis très tôt, j'ai annoncé ma candidature. J'ai pas attendu que le président de la République dise qu'il se représentera pas pour annoncer ma candidature. Donc, est-ce que vous pensez que les cadres, des ministres, des grands noms que nous avons connus dans cette région et les gouvernements successifs n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la Maraoué soit une région quand même prospère? Mais c'est pas moi de le dire. Moi, qu'est-ce que moi je vais faire pour que ça change? C'est ce qui est important. Moi, je ne vais pas critiquer mes anciens, mes aînés. Non, c'est pas le but. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a une responsabilité individuelle et collective par rapport aux échecs qu'on a connus sur le plan national. Quand je parle des disparités, ces disparités viennent aussi des disparités en termes d'infrastructure. C'est ça qui fait les divisions au niveau du pays. Donc, il faut rééquilibrer, il faut réajuster tout ça. Il faut mettre la justice au sein du développement. Quand vous voyez que des régions, parce qu'ils sont de tel bord politique, ils connaissent un essor, et d'autres, parce qu'elles sont d'un autre bord politique, ils sont mis en retrait, c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'il faut mettre en avant le développement harmonieux du pays. Et moi, je ne veux même pas rentrer dans cette critique. Je pense que chaque Ivoirien peut se forger son opinion par rapport aux politiques qui ont été menées jusqu'à présent. Moi, c'est ce que j'ai à proposer à mes concitoyens qui m'intéressent. Voilà, c'est ce que j'ai à proposer à mes concitoyens qui m'intéressent. Et en tout cas, vous avez à quelques mois, 6 ou 7 mois déjà, annoncé la couleur. Est-ce que vous ne voyez pas cette candidature-là, selon le timing, comme un handicap? Non, pas nécessairement. Vous savez, on a l'ère des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, donc l'information peut circuler assez rapidement. Pour peu qu'on ait le bon projet, le bon programme et que les Ivoiriens se retrouvent dans notre programme de société, je pense que rien n'est impossible. Une très forte population, toujours illettrée, analphabète. Non, même, vous savez, j'ai parcouru tous les villages. Aujourd'hui, de nos jours, tous nos parents dans les milieux ruraux ont des smartphones aujourd'hui. Ils sont même tous sur Facebook. Et c'est pas le plus gros de la population. 70% de la population a moins de 35 ans, si mes données sont exactes. Donc, je pense que la cible, elle est là. La cible est là, tout le monde aspire à un changement, tout le monde aspire à de la vivacité, au renouveau du paysage politique. Donc on est confiant. Le président Ouattara parle de nouvelle génération. Est-ce que justement vous voyez dans cette frange, cette oufouetiste dans l'âme, je dirais fils de père fondateur, hein, vous le disiez tout à l'heure, mais est-ce que vous voyez justement la fin de ces collaborateurs, je vais le dire ainsi, de Félix Houphouët-Boigny, la fin de cette génération pour une nouvelle génération que vous incarnez, vous et tous ceux de vos amis et frères qui se sentent l'âme de présidentiable? Mais de toute façon, l'avenir de toute nation est basé sur sa jeunesse. Et en plus, nous sommes une nation où la population est relativement jeune. Comme je disais, 70% de la population a moins de 30 ans. Donc, c'est pour ces personnes-là qu'on se lance en politique. Et il faut pouvoir être connecté à cette jeunesse. Si vous avez un trop grand écart entre la jeunesse et vous-même, c'est compliqué d'être à l'écoute de leurs préoccupations. Donc, je pense que ça tombe sur le sens que les jeunes soient plus impliqués et au plus haut niveau dans la gestion de l'État. Donc, mais sinon, je ne m'inscris pas toutefois dans une guerre de génération. Hein. Il y a des personnes qui ont la sagesse et en plus qui ont la connexion avec la jeunesse. Donc, ce n'est pas forcément une guerre de génération, mais ça s'impose plus ou moins à nous. Je pense qu'il est clair qu'il faut qu'on renouvelle le paysage politique. Et c'est ce que tous les Ivoiriens attendent. Si vous faites un sondage qualitatif, vous allez voir que, j'allais m'avancer à dire que près de 80% des Ivoiriens ont envie de voir de nouvelles têtes. Voilà, un changement.
un changement. Vous avez été élu indépendant. Vous partez encore en tant qu'indépendant pour la présidentielle. Absolument, absolument. Comme je dis, le souci, c'est de pouvoir réunifier le pays. Je faisais tantôt, dans mon analyse, dans le diagnostic que je faisais de la situation sociopolitique, je disais, on a été géré par 3 gros blocs politiques. Et le résultat de cette gestion, c'était le clivage le plus profond de la nation ivoire. Donc je ne peux pas moi-même m'inscrire dans un parti politique, être partisan pour essayer de réunifier le pays. Moi, mon souhait, c'est que les Ivoiriens se rassemblent autour d'un projet de société commun qui puisse permettre un vrai développement durable. Pas seulement de la construction. Mais moi, quand j'entends développement, c'est améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. C'est le développement durable de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Donc si je dois développer, par exemple, il faut que les Ivoiriens soient formés dans tous les corps de métier. Aujourd'hui, tous les investissements se font au niveau des infrastructures. Mais quand vous voyez dans les corps intermédiaires de métier, il n'y a aucun Ivoirien qui est positionné là. Donc on investit pour qui? Quelle est retombée sur nos parents, nos jeunes? Parce qu'ils n'ont pas eu les formations requises. On voit aujourd'hui le système éducatif. Effectivement, il y a plusieurs problèmes. Les gens pensent que c'est une histoire de construire les classes. Non, ce n'est pas une histoire de construire les classes. Le premier problème, c'est un problème d'effectif. Le deuxième problème, c'est un problème de contenu même de la formation. Et après, ce troisième problème, c'est essayer d'élaguer, absorber tout le flux de population qu'on a aujourd'hui. Bon, ça rejoint encore le problème d'effectif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on regarde les statistiques actuelles, si on reste dans la même démographie, d'ici 2050, on aura 14 millions d'élèves. C'est impossible à gérer. Aujourd'hui, il y a 300 naissances par jour, si mes données sont exactes, à Abobo. Ça veut dire quoi? C'est chaque jour, on doit construire une école à Abobo. Ce n'est pas réalisable. Donc, il y a aussi le problème de l'immigration qu'il faudra adresser. La Côte d'Ivoire ne peut pas recevoir toutes les populations d'Afrique de l'Ouest. Il faut arriver à un moment qu'on puisse gérer notre démographie, les flux migratoires et notre démographie, pouvoir régler le problème éducatif. Yeah. Monsieur le ministre, on s'achemine allègrement vers la fin de cet entretien, mais je ne saurais ne pas vous poser cette question, parce qu'en venant vers vous, j'ai appris comme ça que vous êtes en France, à tout le moins que vous êtes en Europe, vous voyagez beaucoup. Comment vous faites pour gérer la commune? Êtes-vous rentré là maintenant à la base pour les présidentielles? Merci que vous me posiez cette question. Déjà, comme je vous disais, j'étais en fonction à Lafarge-Holcim, une société de la place. Et dès que j'ai été élu, ce que j'avais promis lors de ma campagne, j'ai donné ma démission à Lafarge pour me consacrer intégralement à ma commune. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élus qui ont fait de même, mais en tout cas, moi, j'ai été dédié totalement à Zone-là. Peut-être c'est ce qui explique les résultats qu'on a connus au niveau de ma commune. Donc, je n'ai pas de souci. Lorsque j'effectue un voyage, c'est dans l'intérêt de ma commune. Peut-être c'est pour aller voir des partenaires étrangers. Dans le cadre de la coopération décentralisée, on essaie d'avoir des jumelages, des ressources supplémentaires. Comme je vous ai dit, ma commune est très peu dotée en moyens. Donc il faut bien trouver les ressources ailleurs. C'est pour ça qu'il explique des fois certains voyages. Mais c'est des voyages pour l'intérêt de ma commune. D'accord. On va finir, mais l'actualité oblige. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de se retirer. Il ne brille pas un nouveau mandat. Vous, jeune cadre présidentiel, comment est-ce que vous avez accueilli justement cette information? Écoutez, moi, ça n'a pas été une surprise. Hein. Pour moi, ça tombe sous le sens. Maintenant, comme je dis, moi, je suis ouvert à n'importe quelle compétition. J'ai annoncé ma candidature avant que lui-même retire la sienne. Donc, quels que soient les candidats, moi, je serai candidat pour la présidence de la République en 2020. Tant qu'il n'y aura pas une offre politique qui répondra aux véritables attentes des Ivoiriens. Et les choses que je n'ai pas encore pu observer. Est-ce que souvent, vous entendez le blanc? On vous appelle le blanc? Oui, effectivement, on m'appelle le blanc dans ma région. On m'appelle le blanc parce que, effectivement, je n'ai pas de couleur politique. On m'appelle le blanc parce que je ne présente pas de blanche. Les gens savent que j'ai une certaine intégrité. On m'appelle le blanc aussi parce qu'il paraît que je suis assez rigoureux dans ma manière de faire les choses. Et puis, au final, on m'appelle effectivement le blanc parce que je suis un peu bronzé. Vous avez pu l'observer, je suis un peu bronzé. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi on m'appelle le blanc. Voilà. Est-ce que bien avant tout de même que vous occupiez probablement les fonctions de président de la République Côte d'Ivoire, vous songiez à la promotion du Zaouli, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui n'a pas, ma foi, eu l'allant autour de ce que j'appelle ce grand cadeau fait par l'UNESCO à la Côte d'Ivoire?
qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas célébré comme cela se doit le Zaouli après avoir été intégré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que vous comptez faire justement à votre niveau? Mais quand on a la chance d'avoir une culture extrêmement riche, notamment nous les gourous, on a les masques, on a la sculpture, on a le métier de tisserand, donc tous les métiers, tout l'artisanat, on est assez bon. Et malheureusement, on n'en tire pas profit, on n'arrive pas à le mettre en valeur. Et quand on a la chance, comme vous dites, d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, notre danse, le Zaouli, c'est dommage qu'on ne fasse pas une plus grande promotion, une plus grande publicité. D'autant plus que ça peut avoir d'énormes impacts économiques dans la région. Et c'est justement ces aspects qui sont délaissés, ces aspects de la culture, la richesse de notre culture, ces aspects aussi de l'écotourisme qu'on n'exploite pas, qui créent des emplois durables. Parce qu'à la fin, bon, c'est vrai, c'est beau, mais aussi il faut qu'il y ait un intérêt économique pour qu'on puisse avoir des retombées sur nos populations. Et on peut avoir ces retombées économiques. Donc, c'est des choses que vous verrez dans mon programme. Hein. Je suis porté sur le développement durable, mais aussi sur la culture. Et comme on est très riche en culture, ça peut être un atout pour un développement du tourisme. Et le tourisme, qui dit tourisme dit aussi emploi durable. Monsieur le maire, dernière question. Actualité santé oblige, le coronavirus qui crée la psychose partout. Vous êtes maire d'une localité, on ne sait jamais, les mouvements d'hommes. Quelles sont les dispositions que le maire que vous êtes a pris pour justement juguler cette menace qui est déjà là dans le pays? Disons qu'on avait été un peu formé avec la menace de l'Ebola. On avait déjà pris des bonnes dispositions conservatrices, notamment dans les lieux de culte ou les lieux où on se retrouve nombreux, concentrés. On évite de se serrer les mains, on évite autant que faire se peut la proximité avec les autres. Je pense que les gens ont déjà les réflexes, on réveille ces réflexes, on rediffuse les mêmes conseils qu'on a eu à faire au temps d'Ebola et on espère que on pourra surmonter cette crise comme on a pu surmonter aussi la crise de l'Ebola. Voilà. Ok, vous étiez en face, à travers nous, du maire de zone-là, Djaby Diaye. Djaby Diaye a annoncé sa candidature pour les présidentielles à venir du 31 octobre 2020. Il était notre invité du jour pour répondre à certaines préoccupations. Nous le reverrons, c'est à coup sûr, quand nous allons rentrer dans le vif du sujet, pendant les pré-campagnes, les campagnes, pour décliner avec lui sa stratégie globale de gouvernance. Pour l'heure, il a présenté ses motivations, il a justifié les enjeux pour lui, pour la Côte d'Ivoire, pour l'ensemble des Ivoiriens. Il a adressé son message à ses compatriotes en espérant que vous soyez des relais pour lui. Il compte beaucoup sur les réseaux sociaux pour toucher le maximum d'Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à être des vôtres ce matin. Merci à vous, monsieur le maire. Merci de votre sollicitude. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous nous retrouvons pour un autre rendez-vous avec le même plaisir. Prenez soin de vous.